Donc bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très content de pouvoir introduire cette première demi-journée, entre autres parce que ça, vous allez voir, j'ai pensé mon introduction un peu comme une présentation un peu des grandes tendances en fait, parce que moi je suis plutôt sociologue, donc je m'intéresse à peut-être à des mouvements un peu structuraux. Donc là, ça va être la question de l'emploi académique. Et ce qui m'intéressait, c'était de vous poser comme ça des grands cadres sur les évolutions récentes de l'emploi académique et leur incidence en termes de genre dans différents espaces nationaux, de façon à pouvoir, à mon sens, aussi contextualiser les différents résultats qui vont être présentés au cours de cette demi-journée. Alors un grand merci aux organisatrices et organisateurs de cette journée pour leur intervention. Et voilà, plus généralement, sachez que ce que je vais vous présenter là, c'est pas, j'en ai pas l'unique paternité, c'est des réflexions qui ont été menées au sein du projet européen donc, qui s'appelait projet Garcia, donc, qui visait à analyser le genre des débuts de carrière académique dans tout l'espace européen avec une dimension de comparaison internationale. Et c'est un peu l'aboutissement de ces réflexions-là que nous avons menées à l'Université de Lausanne sous la direction de Niki Lefebvre que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, d'une façon très très générale, ce qu'on peut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, la majeure partie des espaces académiques nationaux au niveau mondial ont connu des métamorphoses importantes sur trois plans. Donc, ces trois plans, pour bien que vous les gardiez en tête, parce que ça va être une sorte de colonne vertébrale un petit peu de ma présentation. Donc, premièrement, une métamorphose démographique importante. Vous connaissez sûrement ce problème qui a fait la une de certains, soit magazines spécialisés dans le monde académique, soit de journaux plus généraux, qui est donc le problème de la bulle doctorale et post-doctorale, c'est-à-dire le fait qu'on a compte, alors généralement dans la plupart des espaces nationaux, de plus en plus de docteurs et de post-doctorants. Et parallèlement à ça, donc un ralentissement de la création de postes stables, donc ça c'est aussi une tendance assez générale au niveau mondial. Autre changement démographique important, la féminisation du personnel académique, qui est manifeste dans beaucoup d'espaces nationaux, alors qu'on va voir qu'il n'y a pas la même à tous les niveaux académiques, mais qui est un phénomène majeur depuis une vingtaine d'années. Deuxièmement, donc, une évolution importante aussi qu'ont connu beaucoup d'espaces nationaux, c'est une évolution de type organisationnel, c'est-à-dire que on a de plus en plus introduit au niveau académique des logiques de type de gestionnaire, donc qui sont inspirées de ce qu'on appelle le New Public Management, donc avec l'idée d'avoir une évaluation et d'avoir ce qu'on a présenté dans l'introduction, une politique de retour sur d'évaluation et de retour sur investissement, d'accountability, comme on dit en anglais donc. Et troisièmement, donc un changement aussi très très important qui touche énormément d'espaces nationaux, c'est un changement de type idéologique, donc où on a une légitimité de plus en plus importante qui est donnée au principe donc de rentabilité et de concurrence dans des espaces professionnels qui étaient traditionnellement marqués par ce qu'on appelle, donc avec Pierre Bourdieu, l'intérêt au désintéressement, donc le fait justement d'avoir une certaine distance avec ces enjeux-là. Alors, ces changements-là, ils sont extrêmement massifs, ils sont difficilement contestables au niveau aggloméré, on va dire, de l'ensemble des espaces nationaux, mais pourtant, et ça va être vraiment, c'est vraiment ce qu'on a développé au sein du projet de recherche, c'est que en fait, même si au niveau aggloméré, on voit ces tendances-là, quand on introduit la variable nationale, en fait, on voit que ces métamorphoses-là, elles touchent de façon très, très différente, elles n'ont pas du tout les mêmes effets en fonction des contextes nationaux. Et c'est vraiment ça le point important que j'aimerais mettre en avant dans mon introduction, encore une fois, pour qu'on puisse mettre en perspective les résultats qui vont nous être présentés par la suite. Et donc, en fait, quand on
fait une analyse comparative des logiques qui structurent les contextes académiques nationaux, on remarque qu'il y a quand même des différences importantes au niveau national qui restent et qui ont un impact sur le genre. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez voir que si on observe le fait que, effectivement, la plupart du temps, dans la plupart des espaces nationaux, les femmes chercheuses ont du mal à accéder au niveau supérieur de la hiérarchie académique. Si on observe ça au niveau mondial, en fait, quand on observe pays par pays, il y a des importantes variations sous cet angle-là et qui sont très importantes à comprendre, surtout si on veut penser en termes de levier pour améliorer les conditions de travail, les conditions de carrière de ces femmes. Donc, vous allez voir que donc, dans ce que je vais vous présenter, la question de la dépendance au sentier, ce qu'on appelle en sociologie des organisations, c'est dépendance au sentier, le fait que les organisations nationales des carrières, par exemple, restent marquées par une histoire particulière. Cette dépendance au sentier des modalités d'organisation des carrières à l'échelle nationale, elle reste importante. Et donc, ce que je vous disais, c'est que en même temps, donc, du fait que la féminisation accrue donc, des niveaux inférieurs de la hiérarchie académique, et la question des inégalités de genre dans les carrières académiques, elle suscite de plus en plus de recherches, même si la traduction de ces travaux en mesures politiques concrètes, elle est très souvent loin d'être satisfaisante, mais on est là pour travailler tous ensemble à ça. Dans la plupart des travaux, c'est généralement la question des ressorts sociaux et politiques de l'éviction progressive des femmes à mesure qu'on franchit donc, les paliers de la carrière académique. C'est ce phénomène-là qui a focalisé l'attention. Donc c'est ce que montrait Miller et Weil en 2015. Il peut aboutir à une vision trop monolithique des mécanismes de reproduction et des hiérarchies sexuelles dans le monde académique. Donc voilà, notre idée directrice au sein de ce projet de recherche-là, et je vais vous présenter quelques résultats rapidement maintenant, ça a été de prendre en compte l'encastrement des mutations globales de l'emploi académique dans des contextes socio-historiques, afin de vraiment repérer les configurations qui semblent favoriser la réduction des inégalités de carrière. Donc, on a les données que je vais vous présenter, c'est des données de seconde main principalement, qui sont issues donc des grandes enquêtes européennes, She Figures notamment, qu'on a. Il y a quelques éléments aussi qu'on a pu récolter au niveau institutionnel, mais c'est principalement les données de She Figures, de l'enquête She Figures que vous connaissez sûrement, que je vais vous présenter, qui sont donc ce que je vais vous présenter est présenté de façon plus extensive dans le chapitre là qu'on a coécrit avec Niki Lefebvre et l'équipe de Lausanne, qui figure dans la bibliographie de la présentation, que je pourrais vous fournir par la suite. Alors, pour ce qui est des évolutions démographiques, donc on va prendre ensemble les différents points que je vous présentais et on va voir à quel point c'est important de saisir cette dimension des variations nationales, parce que ces différentes évolutions que je vous ai présentées, elles n'ont vraiment pas le même poids, pas le même sens en fonction des espaces nationaux. Là, qu'est-ce que je vous présente? C'est un graphique très très simple où on a l'évolution de la proportion de docteurs au sein de 2 générations de diplômés, donc en 2000 et en 2011. Donc on voit qu'effectivement, il y a une croissance du nombre de thèses qui est repérée dans la plupart des pays. Ce qu'on voit malgré tout, c'est que cette croissance, cette bulle doctorale dont je vous parlais, elle n'est vraiment pas, elle n'a pas la même ampleur en fonction des pays. Vous voyez qu'en Italie, il y a eu une extrêmement forte évolution. C'est beaucoup moins le cas dans des pays où, en fait, passer un doctorat était plus, alors pas commun, mais en tout cas plus généralisé. C'était un moyen d'entrer sur le marché du travail global et pas uniquement sur le marché du travail académique, donc comme la Suisse et l'Allemagne. Alors, ce qu'on voit aussi ici, donc avec les pourcentages de femmes qui accèdent au doctorat ici, vous voyez qu'on est à peu près tout le temps proche de 50%, donc ça c'est une évolution importante, mais vous comprenez bien que avoir 50% de femmes au doctorat dans un contexte comme la Suisse ou dans un contexte comme l'Italie ou l'Islande, vu la place du doctorat dans les possibilités de diplôme, ça n'a pas du tout le même sens.
Et c'est vraiment sur ce genre de points-là, à mon sens, qu'il faut réfléchir quand on réfléchit au levier d'action hein, sur les inégalités de genre dans la carrière académique. Deuxième point, la question de la part des docteurs hein, parmi les personnes en âge de travailler. Là aussi, des extrêmement fortes différences en fonction des contextes nationaux, où on a, je vous disais, donc dans les pays comme la Suisse, l'Allemagne ou l'Autriche, hein, des proportions assez importantes hein, de docteurs parmi donc, les personnes qui sont en âge de travailler. Qu'est-ce que ça renvoie, ce schéma-là? Ça renvoie à l'idée qu'il y a un accès restreint donc, au seul métier de la recherche dans certains contextes, donc, comme c'est le cas en Belgique, en Italie et en France. Donc le doctorat ouvre principalement au métier de la recherche et de l'enseignement dans le supérieur. Dans d'autres contextes nationaux, comme en Suisse ou en Autriche, par exemple, le doctorat, c'est un diplôme reconnu et utile pour l'accès à des métiers prestigieux, pas forcément académiques. Et donc, dans ce cas-là aussi, hein, comprendre le sens de la féminisation des études postdoctorales sans référence à ce des études doctorales, pardon, sans référence à ce contexte national est problématique à mon sens. Troisièmement, si on observe la question de l'évolution donc de la masse salariale des établissements d'enseignement supérieur, on remarque, hein, vous voyez ici, hein, cette évolution entre 2006 et 2013, qu'elle est donc positive dans la plupart des cas, elle est très importante dans certains cas, elle est limitée dans d'autres. Là aussi, cette question-là renvoie à quand même une idée hein, de diversité des conditions objectives hein, d'exercice du métier universitaire au regard d'autres choix professionnels possibles, qui sont aussi très liés à l'environnement national. Enfin, la question de l'accès donc des femmes donc, aux positions de professorales. Donc là, vous avez la proportion hein, d'hommes et de femmes qui accèdent à parmi hein, les personnels académiques de grade A. Donc, vous voyez que la tendance est généralement que les femmes donc, sont sous-représentées hein, à ce niveau-là de la hiérarchie. Cependant, vous voyez aussi hein, que les postes à ce niveau-là de la hiérarchie, par exemple, sont très très limités dans certains pays. Donc en Suisse, notamment, pays que je connais bien, donc, du coup, où on a moins de 10% hein, du personnel académique hein, qui est engagé sur des postes de grade A, alors que vous voyez qu'en Islande, en Slovénie ou en France, on est dans des schémas hein, d'organisation de l'emploi académique où on a plus hein, de grade A. Donc là, encore une fois, même si effectivement, hein, il y a des différences qui sont comparables hein, de pourcentage, de rapport de pourcentage entre le taux de féminisation, le taux de femmes qui accèdent au grade A et le taux d'hommes, même s'il y a des différences qui se repèrent de façon systématique dans tous les pays. Encore une fois, là, le sens hein, accordé au fait d'accéder pour une femme à un poste de grade A en Suisse versus poste de grade A en Islande ou en France hein, n'a pas du tout le même sens. Alors pour finir, je vais vous présenter le modèle d'analyse des carrières qu'on a utilisé. Donc, grosso modo, derrière toutes ces observations, à mon avis, pointe le point de l'organisation des marchés du travail académique quant à l'appréhension de ce que faire une carrière académique veut dire. Et du coup, dans l'analyse hein, des différentes manières de faire carrière et des inégalités genrées qui grèvent ces différentes manières de faire carrière, et on a repéré donc 4 grands critères à prendre en compte. Donc, les types de procédures de recrutement, le fait qu'elles soient semi-centralisées ou du ressort des institutions, la longueur et le statut de la période de préstabilisation, et le poids du localisme, et bien sûr l'attractivité relative de l'emploi académique. Avec les travaux de Christine Musselin, hein, notamment, on a distingué donc 3 grands types de carrières, donc le modèle dit à tenure track, le modèle dit de la persévérance ou le modèle piloté nationalement. Donc le modèle dit à tenure track, c'est un modèle qui est plus d'actualité dans les pays de tradition anglophone. Le modèle dit de la persévérance, c'est un modèle qui est plus d'actualité dans les pays de tradition germanophone, où on a un univers académique
qui est organisée autour de chaires, qui sont les professeurs sont quasiment les seuls postes stables dans les universités, et le modèle piloté nationalement, qui était le modèle traditionnellement à l'œuvre en France et en Italie, mais qui a subi de forts changements depuis ces 10 dernières années. Et donc, parce que j'arrive au bout de mon temps, donc je vous inviterai à regarder notre chapitre pour voir à quel point chacun de ces modèles de carrière donc, a intégré et digéré différemment les grandes mutations démographiques, organisationnelles et idéologiques du monde académique. Et dans le contexte actuel, donc, chacun de ces modèles de carrière a des implications très spécifiques pour les formes et les degrés de féminisation des carrières académiques. Et ça me semble très très important, voilà, à prendre en compte dès lors qu'on s'attaque à cette question qui paraît qui touche la plupart des espaces nationaux, qui paraît très difficilement dynamique, des inégalités de genre dans la carrière académique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Bataille, pour votre présentation très riche. Nous avons bien vu les questions qui, pour l'instant, sont adressées à Laurence Guyard, que je propose de reporter dans notre discussion plus générale de la table ronde. Donc, je propose d'enchaîner directement avec la présentation de Madame Martineau, si vous voulez bien.